Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est une interview de quelqu'un dont j'ai fait la connaissance il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans quand même. La première fois qu'il m'avait contacté, c'était quand je m'étais lancé, je crois, sur ma chaîne YouTube. Et puis, enfin, cet été, on a réussi à trouver le temps pour se rencontrer. Et j'ai vraiment été ravi et transporté, transformé par la discussion qu'on a eue. Parce que j'ai l'impression que sur ces 3 dernières années, il est passé par les mêmes étapes dans lesquelles je pense que je suis encore maintenant. C'est que il a débuté quelque chose, il a débuté un projet, et puis ce projet se trouvait en concurrence avec sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, vous allez entendre son histoire, son récit, et plus important encore, comment est-ce qu'il a réussi à imbriquer toutes les pièces du puzzle avec son grand projet, qu'il soit professionnel, personnel, familial, pour en faire quelque chose de cohérent et surtout pouvoir faire ce qu'il a toujours voulu faire, aider son prochain. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Damien, comment ça va? Salut Hugo, ça va, la forme? Génial. Merci beaucoup pour cette première intro d'Animal Flow, c'était vraiment génial. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il y aura un petit reportage vidéo où vous allez pouvoir voir ce que c'est un master et puis moi, du coup, donc la pratique d'Animal Flow. Mais commençons par le début. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Damien, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, Damien Porchet, si je dois me définir, je dirais que je suis passionné par le mouvement. J'ai fait du sport depuis tout petit. Moi, j'ai commencé par le football, puis toujours une activité parallèle. Donc, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait du volley, du VTT. Après, j'ai dû arrêter le football parce que quelques opérations, même genou, font que je suis passé par la case ligament croisé, ménisque. Et puis, c'est là que j'ai découvert l'endurance. Donc, avec la rééducation, je me suis acheté un vélo de route. J'ai commencé à rouler après VTT. Et puis, je suis venu assez naturellement à la course à pied parce que ça prenait moins de temps que le vélo. Et puis, j'aime pratiquer, mais j'aime comprendre aussi. Et surtout, j'aime transmettre. Donc, faire profiter les personnes aussi, peut-être de mes découvertes. Et puis, de toujours être dans une forme de lien. Et t'es marié, t'as des Oui. enfants? Alors, je suis marié. Je suis papa de 2 garçons qui ont de l'énergie, qui bougent aussi pas mal. Et puis, y en a un qui aura 12 ans, qui fait du football, mais qui est passé avant par le taekwondo, par le badminton. Donc, l'idée, c'était aussi qu'il découvre d'autres activités. On a un trampoline là derrière la maison. Donc, je crois que c'est le meilleur investissement qu'on ait fait. Et il maîtrise, il a atteint, disons qu'il a atteint un niveau que j'ai jamais atteint en trampoline parce que à mon âge, quand j'étais enfant, il n'y avait pas forcément de trampoline comme ça en libre accès. Ouais. Autrement, professionnellement, je suis prof d'éducation physique au CO Sarine-Ouest. Je suis également maître de didactique à l'Uni à Fribourg. Donc je suis, je dirais, un élément de la formation des étudiants au niveau de l'éducation physique. Et puis autrement, j'ai fait pas mal de formations pour comprendre le mouvement. En fin de compte, c'est aussi pour me comprendre moi. J'ai fait la formation sur les préférences naturelles, Volodalen,
Vous avez peut-être entendu parler de terrien, aérien. Oui. Après, j'ai fait aussi des formations sur les réflexes archaïques. Je pense que ça reviendra après dans notre discussion parce que c'est aussi un élément central de ma réflexion. Et puis, Animal Flow également. Puis autrement, j'ai aussi fait quelques formations au niveau du snowboard. Je suis expert, instructeur snowboard depuis presque 20 ans maintenant. Donc, t'es quelqu'un qui bouge énormément, qui n'arrive pas à rester, en tout cas, assis sur sa chaise. Ça devient de quoi, tu penses, cette envie de bouger, ce besoin de mouvement perpétuel? Ouais, alors c'est intéressant parce que tu associes dans la même question la notion d'envie et de besoin. Et je distingue les deux, et puis notamment dans mon regard d'enseignant, où je prends un exemple dans une classe, forcément on a des chaises, et puis moi j'étais un élève qui avait de la facilité, mais qui bougeait beaucoup. Mais je ne pense pas être hyperactif, et quand je me faisais remettre à l'ordre, c'était toujours retourne-toi, tiens-toi comme il faut sur ta chaise. Puis en fin de compte, à travers une des formations que j'ai faites, l'élève qui se balance sur sa chaise, en fait, c'est un élève qui essaye de rester concentré et puis qui essaye de continuer à suivre le cours. Alors, des fois, je ris avec des collègues qui me disent « Ah ouais, il y avait tel ou tel, il se balançait de nouveau sur sa chaise, il a failli tomber ou bien il est même tombé. » Puis après, je ris parce que des fois, les élèves, s'ils ne sont pas, je veux dire, en train de détruire le matériel, j'interviens vraiment au dernier moment. C'est une approche, alors je ne me prétends pas être prof, mais je m'imagine en tout cas dans ma mémoire, en tout cas je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui se balançait, puis que le prof il le pinçait en train de se balancer, il finissait debout. Et il ne devait pas bouger forcément. Du coup, par rapport à tes collègues, comment est-ce que ta manière de voir les choses, elle passe? Mais je crois qu'elle passe assez bien parce que on est dans une école où le mouvement a une grande place, une grande importance. Et puis, on est beaucoup d'enseignants je dirais, à sortir un petit peu de l'enseignement standard. Où au niveau primaire, il y a de plus en plus aussi d'écoles d'enseignement flexible. Et puis des fois, il y a un gap entre le primaire et puis le CO. Puis là, en fait, on n'apprend pas uniquement avec la tête, on apprend aussi avec le corps. Et j'en veux pour exemple, à la maison, moi j'ai un bureau qui se règle en hauteur. Je te disais avant que j'étais venu préparer mes cours ici, j'ai travaillé pendant 4-5 heures debout. Parce que moi, je suis activé en étant debout. Et puis, quand je suis assis, voilà, quoi, je ne veux pas dire que je m'endors, mais j'ai besoin de bouger. Donc, c'est ma manière de fonctionner. Et puis, ce qui m'intéresse justement, c'est que chaque personne puisse identifier sa propre manière de fonctionner. Autant au niveau scolaire, apprentissage qu'au niveau du sport de manière générale. J'ai l'impression qu'il y a une cohérence quand même entre ta vie d'enseignant et puis ta vie de moniteur de sport. C'était une évidence, prof de sport, ou pas forcément? Ouais, alors depuis tout petit, c'est une évidence. Oui. Après, c'est vrai que quand j'étais au CO et puis que j'allais à l'orientation professionnelle, j'ai plus souvent eu dans les mains le dossier de pilote de ligne. Ah, ça aurait été génial, ça. Ouais, et puis en fin de compte, j'avais commencé une formation à Fribourg, à l'université à Fribourg, en journalisme, en histoire moderne et histoire contemporaine, alors que je détestais ça, mais je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, l'année d'après, j'ai commencé la formation à Lausanne, en sciences du sport, et puis... T'as déroulé. La voie était tracée. Ouais. En fait, j'ai un oncle qui est prof d'éducation physique, et puis qui est dans la formation, et puis qui est dans le ski. En fait, énormément de points communs avec. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, partagé, et puis je crois que c'est une passion commune. Ouais. L'importance d'avoir pas les bonnes personnes, mais des personnes qui te stimulent aussi à l'intérieur de ton cercle familial pour constamment t'obliger à te poser des questions. Alors pas que familial, mais dans ton cercle restreint. C'est un peu le rôle de conseiller d'orientation sans l'être finalement. Ouais,
si on veut, d'une certaine manière, j'ai pas une personne comme modèle, mais j'ai des qualités ou des valeurs de beaucoup de personnes qui font que je me construis avec ça. Donc tu es en perpétuel mouvement aussi dans ton apprentissage. Toujours. Waouh. Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir comme prof. Ouais, c'est chouette. Ça, je pense que c'est un beau compliment. Merci. Ah ouais. C'est quoi l'enseignement, vu qu'on est là-dedans, c'est quoi le type d'enseignement du coup au CO? Alors peut-être Sarine Ouest ou alors peut-être dans les CO à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on est dans une école inclusive, donc ça veut dire que il y a des élèves qui auparavant étaient dans d'autres classes, dans d'autres institutions, qui sont maintenant dans l'école publique. Et puis il y a une forme, avant on parlait d'intégration. Et puis pour comprendre l'inclusion, c'est que cette personne, elle fait partie de la classe à part entière. Et puis les aménagements qu'on fait pour cette personne sont aussi valables pour les autres. Donc en fin de compte, ça revient au fait de considérer chaque personne, chaque élève comme une personne unique qui a des besoins uniques. Mais après, on ne peut pas non plus considérer, disons, une classe entre guillemets standard, 24 élèves, de faire du 1-1. On adorerait pouvoir le faire, mais je prends souvent la comparaison où je ne peux pas donner un cours de ski individuel dans une classe collective. Mais moi, je vais pas dire ma vision, c'est plutôt d'offrir en fait des choix, des alternatives. Et puis, c'est pas moi qui vais dire à l'élève ce qu'il doit faire, c'est l'élève qui va tester, qui va ressentir, et puis après, qui va valider ou pas sa manière d'apprendre par rapport à son plaisir, mais aussi par rapport à sa réussite. Bon, ça marche bien. J'arrive assez facilement à m'imaginer que ça fonctionne dans la gym, mais dans un cours de maths, par exemple, si tu m'avais laissé une alternative, je pense que je serais pas allé très loin. Ouais. Alors, moi, les maths, je suis pas enseignant de maths, mais j'enseigne la géographie. Ça fonctionne bien parce que tu peux laisser de l'autonomie aux élèves et puis tu leur donnes un plan de cheminement où ils ont le choix peut-être de faire tel ou tel exercice. Quand ils ont fini un exercice, ils enchaînent. Et puis, il y a toujours une stimulation, en fait, parce que si tu es dans un enseignement frontal, c'est toi qui donnes la vitesse. L'élève rapide, à un certain moment, il attend. Et puis, il y a peut-être des élèves qui sont plus lents, qui n'ont pas terminé l'exercice. Donc, l'idée, c'est de trouver, en fait, le bon accompagnement, le juste accompagnement pour que tout le monde puisse être motivé, stimulé et puis progresser à sa vitesse. C'est un coaching 1-1. Sport et puis enseignement, tu es un peu en train de t'adapter à la vitesse de chacun de tes élèves. Qu'est-ce que toi tu en retires justement de ce coaching 1-1 ou de cet enseignement 1-1? En fait, c'est que chaque personne a des besoins différents. Et tu parles de coaching, j'ai quelques athlètes que je suis pour le trail. Et je veux dire, je leur fais leur plan d'entraînement. Après, on communique régulièrement, mais c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Et je n'utilise pas du tout le même langage avec chaque personne, où il y a des personnes que je dois freiner, d'autres, je cherche plutôt, je dirais, à les booster, à les encourager. C'est ça, en fait, c'est ça la richesse de pouvoir être proche de quelqu'un à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de différenciation quand même. Vu que personne est au même niveau, c'est quand même beaucoup de travail pour toi. Donc j'imagine que ça va être prenant quand même. Ah oui, c'est du travail. Après, au niveau de l'école, c'est pas du 1-1. Non, je caricaturais quand je disais 1-1, mais si tu offres une alternative à certains élèves justement pour apprendre à leur rythme, le choix des exercices, ça implique quand même que toi aussi potentiellement, s'il y en a un qui va plus vite, peut-être que le soir tu auras d'un coup 2-3 exercices en plus à corriger parce que lui il peut aller plus vite. Il faudra que tu travailles ou utilises une autre approche pour un élève qui a peut-être moins bien compris quelque chose, tout en te disant que tu as quand même un programme scolaire à suivre. Donc c'est à ce niveau-là que je me disais, toi, tu as plein de contraintes et à la fin, il faut que tu amènes tout le monde plus ou moins sur la même ligne d'arrivée. Ouais, alors après, même ligne d'arrivée, si on reprend peut-être l'analogie avec la course, certains feront peut-être quelques montées-descentes de plus que les autres. Oui.
parce que ça correspond à leur niveau. Oui. Et l'idée, c'est que l'élève, il progresse à son niveau. Hein. Certains, ils seront peut-être sur un trail de 25 km, alors que d'autres, ça sera déjà des spécialistes de l'ultra-trail. Ouais, très belle analogie. Ou bien il y aura des do not start. Ouais. Des fois, mieux vaut effectivement DNS, quoi, clairement. Si on vient dans une des raisons pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, si on vient dans Animal Flow, comment est-ce que tu as découvert Animal Flow? Alors, j'ai découvert Animal Flow. En fait, il me manquait une étape où il me manquait une pièce dans mon Pulse par rapport à la vision que j'avais du mouvement. Et moi, je pars toujours du principe que quand j'ai cette vision, en étant d'une certaine manière un généraliste, il y a un spécialiste qui a déjà pensé avant moi. Donc, je savais que ça existait. Et si tu veux, le départ au niveau du mouvement, en 2015, je crois, j'ai fait une première formation sur les réflexes primitifs. Et en fin de compte, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette formation, mais je devais la faire. C'était une formation sur les réflexes primitifs. Si tu veux, c'est des mouvements automatiques involontaires qu'on a tous fait en étant, en croissance intra-utérin et puis au niveau de nos premiers mois. Puis ces réflexes, ils doivent être intégrés pour, entre guillemets, disparaître et puis laisser la place à des postures, à des mouvements coordonnés et puis fonctionnels. Et en étant conscient de ça, il y avait une notion au niveau du mouvement, mais il y a aussi une notion au niveau de l'apprentissage. Et puis, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour moi, avec mes élèves, pour intégrer ces réflexes sans que j'aie un rôle de thérapeute? Parce qu'à l'école, je ne peux pas manipuler les élèves, c'est bien clair. Et en même temps, au niveau du sport, il y a des trucs que je sais qui sont bien, mais que je n'aime pas faire. Le gainage, par exemple, le stretching. Je sais que c'est bien, mais j'avais envie de jouer. J'aime jouer. Et puis, j'ai trouvé Animal Flow, voilà. En allant regarder Réflexe. Après, j'ai découvert Tim Anderson. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il a un mouvement aux États-Unis, ça s'appelle OS, Original Strength. C'est tous des mouvements au sol. Si tu vas regarder, ça ressemble en partie aussi à Animal Flow. Puis j'ai découvert Animal Flow. Tout d'un coup, je dis « Ah ouais, il y a Animal Flow, ça a l'air top, mouvement au sol. » Regarder dans la région s'il y avait des cours, pas d'instructeurs. Je me dis, des formations. C'était la période Covid. Formation en ligne. Donc, du coup, je me suis inscrit à la formation en ligne. Comme c'est originaire des États-Unis, la plupart des formations, c'était en anglais. Mais il y a une instructrice canadienne qui a vécu dans le sud de la France qui donnait le premier cours en français. Donc, j'ai saisi l'occasion, je me suis formé. Donc, j'ai passé un week-end dans une salle de classe ici parce qu'il me fallait de la place. J'ai suivi le cours et puis après, je me suis entraîné pour être certifié. Et puis, depuis mars 2021, je suis certifié instructeur Animal Flow niveau 1. Et donc, comment ça se passe? Tu dis niveau 1, il y a quoi, niveau 2, 3? C'est la progression, comment est-ce que tu la mesures ou tu l'évalues? Alors, le niveau 1, si tu veux, il y a un répertoire de mouvements qui font partie du niveau 1. Donc, quelques mouvements qu'on a fait ensemble. Et puis, le niveau 1, il est exigeant. Je peux dire que parmi toutes les formations que j'ai faites, c'était la formation la plus précise, la plus exigeante au niveau du mouvement. Et puis, on doit en fait faire des petites vidéos de tous ces mouvements-là. On doit faire un flow, on doit faire un enseignement aussi. Et puis après, pour chaque mouvement, il y a 10 critères. On doit réussir 80%. Et puis si on ne réussit pas, on retravaille jusqu'à réussir. Et puis ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est des mouvements plus complexes qui sont aussi des transitions. Donc, on a vu là dans la 5e composante Switches and Transitions. Puis après, il y a les flows. Donc, c'est des transitions qui sont un peu plus complexes. Il y a tous des mouvements au niveau de l'énergie, au niveau de la respiration.
Et puis après, le niveau 3, je ne m'y suis pas encore intéressé, mais il existe un niveau 3. Et par rapport à Animal Flow, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui viennent de milieux très différents qui pratiquent Animal Flow. Et il y a une évolution en fait du mouvement par peut-être des personnes qui ont fait du parcours, des personnes qui ont fait du breakdance. Il y a des personnes, il y a par exemple un master instructeur qui vient du Brésil qui a fait de la capoeira. Donc lui, il fait ses mouvements debout, après un enchaînement au sol, puis ensuite il enchaîne. Donc en même temps, c'est hyper codifié, mais j'ai l'impression que c'est assez ouvert. Et les postures, tu parles justement de codification. Et, pour niveau 1, est-ce qu'il y a, 10 postures que tu dois maîtriser, niveau 2, 10 de plus, etc. Ou c'est les mêmes que tu dois toujours intégrer dans d'autres positions ou d'autres mouvements? Non, en fait, le niveau 1, il y a... Alors, je ne sais pas te dire exactement le nombre, mais il y a les mouvements de base, après il y a les déplacements, après il y a tous ces éléments qu'on a vus, under switch, side kick through, tous ces éléments-là. Tu dois les faire individuellement, et puis après, tu as un flow à faire. Donc, le flow du niveau 1, c'est 1 minute. Et puis, après, le niveau 2, c'est d'autres exercices. Et puis, pour le niveau 2, tu dois faire un flow de 3 minutes. Donc, en reprenant tous les exercices du niveau 1, plus les exercices du niveau 2. Et puis, en plus, la grande difficulté du niveau 2, c'est un tuck balance. Donc, c'est une forme d'appui renversé. Donc, de jeton, hein, comme on dit. Et ça, c'est un élément complexe à intégrer qui va me demander du temps et du travail. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Et on doit l'intégrer en fait dans notre flow. Donc j'ai déjà la stratégie de l'intégrer au début du flow, parce que si je le loupe, après 2 minutes 30 de flow, je dois tout recommencer. Donc si je le mets au début, c'est plus simple. C'est plus simple. Clairement. Ouais. Et puis les mouvements qui rentrent, est-ce que tu peux voir, alors tu as dit que c'était quelque chose qui était codifié mais un peu libre, les mouvements que tu dois faire, ils sont définis quand même, c'est figé. Ouais. On a si on veut, un portfolio avec tous ces éléments, et puis c'est hyper précis, la certification, la vidéo, on doit faire dans tel ordre. La première certification, on avait 60 jours, donc ça veut dire que j'ai dû m'entraîner régulièrement, et puis j'ai passé des jours dans cette salle de sport où je suis venu me filmer, regarder, comprendre. Et puis, en fin de compte, tous les critères qui sont donnés, je me suis rendu compte qu'ils ont tous un sens. Parce qu'il y avait certains critères que j'avais peut-être ignorés ou pas considérés. Et puis, en fin de compte, après, par la suite, en regardant aussi les retours, je me suis rendu compte que oui, si je suis trop ouvert, après, je perds la tonicité, donc je ne peux pas enchaîner. Donc, c'est tous des éléments-là qui donnent du sens. Et puis, au niveau de la course à pied, alors tu parlais avant, tu disais que tu coachais des gens qui faisaient du trail. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec la course à pied ou c'est quelque chose d'à part? Est-ce qu'il faudrait éviter? Alors, c'est 100% compatible. Bon, ça c'est au moins une bonne chose. Mais après, au niveau des exercices, alors au début, j'avais l'impression que ça commençait un peu comme un stretching. D'ailleurs, c'est une des premières questions que je voulais te poser quand on était au sol. Après, je me suis dit non, pose-la pas parce que d'un coup, il y en a 1000 qui viennent et puis au bout d'un moment, tu vas le saouler. Ouais. Mais quand on était en appui puis qu'il y avait les mains contre soi, les doigts orientés contre soi, je me suis dit, purée, ça ressemble quand même méchamment à un stretching. Donc, j'imagine que c'est quand même le genre de séance qu'il ne faudrait pas caser après un entraînement qui est hyper difficile ou après une course. C'est vraiment au calme après 2-3 jours. Ouais, mais j'ai presque envie de dire que tu peux l'intégrer dans ton entraînement. Où il y a de plus en plus d'entraînements mis au cross, et puis tu fais des exercices à la place de faire des air squats ou autre. Ben, tu fais du animal flow. Hein, tu trouves un endroit où, je veux dire, sur un endroit où tu as du gazon, parce que c'est clair que tu ne fais pas ça sur du gravier. Mais tu peux l'intégrer. Moi, je fais assez régulièrement du trail and flow. Tu vas en montagne, tu trouves un coin extraordinaire en face du paysage. Je me pose 20 minutes, j'enlève mes chaussures, je fais mon flow. Puis
Si tu veux, Animal Flow, comme tu disais, tu as une partie stretching, tu as une partie mobilité, tu as une partie tonique, gainage. Puis tu as aussi toute une partie au niveau du schéma ou de la conscience corporelle. Et la course à pied, c'est du mouvement croisé. Oui. Quand tu avances la jambe gauche, tu as le bras droit. Oui. Et les chaînes musculaires, quand tu fais les mouvements under switch ou side kick through, où c'est vraiment toute la chaîne musculaire, quand tu travailles ça, après, quand tu cours, le mouvement il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus automatique. À chaque fois que je reçois des invités, j'ai pour tradition de les soumettre à la redoutable séquence de Sur le Grill. Sur le Grill, c'est 10 questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. C'est jamais bien méchant, j'espère en tout cas. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill, Damien ? Je suis prêt, je suis chaud. C'est parti. Au-delà du mur, sur le grill. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Pilote de ligne. C'est quoi le plus beau compliment qu'on t'a fait en tant que prof ? Celui que tu m'as fait juste avant, que tu aurais bien aimé m'avoir comme prof. Ou merci. Et en tant que coach ? C'est aussi, avec tes entraînements, j'ai énormément progressé et j'adore aller m'entraîner. T'es plutôt professeur ou Animal Flow ? Je suis le tout. En fait, ça fait partie de moi. Alors des fois, j'ai la casquette de professeur et puis des fois, j'ai plutôt la casquette d'instructeur. Mais tout ça, c'est transmettre en fait. C'est tout toi. Ouais. Ton exemple dans la vie ? En fait, j'ai pas un exemple, mais c'est un assemblage de valeurs et de qualités de nombreuses personnes. Ton plus grand échec ? Écoute, j'ai pas un élément parce que les échecs pour moi c'est des résistances, c'est des freins, mais en fait c'est des solutions aussi. Donc j'ai pas d'exemple à donner comme ça. Excellent exemple. Moi j'aurais dit le permis de baguette, mais je l'ai réussi après. Fondu moitié-moitié ou vacherin ? Je suis plutôt vacherin. Merci Damien. On se revoit dans un an, qu'est-ce que tu me racontes ? Je t'explique comment j'ai mis en place en fait un cours avec les élèves. Parce que l'idée c'est de créer un cours à option, un cours extrascolaire avec Animal Flow intégré pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Tu nous en diras plus après. Quand on a fait Animal Flow, j'étais plutôt Quasimodo ou Danseuse étoile ? Alors, je pense que tu as débuté Quasimodo, mais tu es assez rapidement venu sur la scène en Danseuse étoile. Ah, tu sais encourager tes gens, toi. Bravo, excellent. Bravo, merci. Bien, dans la séquence sur le grill, tu as commencé à dire quelque chose qui a titillé ma curiosité, ce qui fait que j'ai dû grossièrement t'interrompre, j'en suis désolé. Mais j'ai vraiment envie que tu me parles de ce que tu vas me raconter quand on se verra dans un an. Avec grand plaisir. Donc ça, c'est mon prochain grand projet. C'est le projet parce que j'ai de la peine à définir en fait sur quoi je travaille. Et puis j'avais tendance à m'éparpiller. Et puis là, maintenant, j'ai décidé de mettre en place, de mettre en action un seul projet. Et puis le projet, c'est justement de créer un cours ici au CO, dans un premier temps pour les élèves qui ont des aménagements. Par exemple, les élèves identifiés dyslexiques. Je pense à eux de manière générale. Et en tant qu'enseignant, on a des propositions à faire d'aménagement, mais moi j'aimerais aller au-delà de ça. J'aimerais que l'apprentissage soit plus simple pour eux. Et je connais plein d'exercices que j'ai dans ma boîte à outils. Et puis là maintenant, j'ai trop d'exercices pour les garder pour moi. Donc je vais créer un cours pour ces élèves-là. Et l'idée, c'est d'avoir un test de référence, par exemple au niveau de la lecture, au début, et puis d'avoir un test à la fin, et puis de voir avec des critères, si on veut, objectifs, dans un premier temps, s'il y a une évolution.
Mais j'aimerais aussi avoir une notion par rapport aux sensations bien-être de l'élève, parce que ça, c'est un élément qui est important pour moi. Et puis que ces cours, ça ne soit pas entre guillemets, une contrainte. Et puis que ça ne soit pas non plus une étiquette, il est ci, il est ça, il doit suivre ce cours. Et au début, je disais que c'est orienté pour ces élèves, mais ces cours, j'aimerais qu'ils soient ouverts pour tous, en fin de compte, parce que toutes les personnes qui veulent progresser, qui veulent se découvrir, ils seront les bienvenus à ce cours, dans la limite en fait du nombre, mais c'est vraiment ça l'idée. Et comment est-ce que alors tu as parlé des personnes dyslexiques, qu'est-ce qui, chez les personnes dyslexiques, te fait croire qu'Animal Flow pourrait les aider? Mais c'est le lien que je fais entre la formation que j'ai faite sur les réflexes archaïques, où j'ai fait une formation spécifique dyslexique, il y a des mouvements d'intégration, et puis les mouvements que je connais à travers Animal Flow, c'est aussi des mouvements, si on veut, croisés, où on travaille beaucoup au niveau de la latéralisation, côté gauche, côté droite, les appuis, beaucoup des exercices au niveau des balancés. Et puis, Animal Flow, c'est juste pour moi la réponse idéale pour permettre à ces élèves d'intégrer leurs réflexes et puis en jouant d'une certaine manière. Et puis deviendront aussi plus forts, forcément, plus mobiles. Et la confiance en soi aussi, à travers ces exercices, à travers la progression et puis la réussite, c'est assez important, quoi. C'est extrêmement brillant parce que avec une approche ludique, sportive, parce que c'est dur. Quand tu dois faire ces exercices, tu me voyais avant, tu te rends compte que c'est dur déjà physiquement parce que c'est pas les exercices que tu as l'habitude de faire. Et le fait de réussir à les faire, ça va te dire « Ah yes, c'est hyper rigolo, c'est ludique, j'arrive à le faire ». Et progressivement, tu travailles aussi des connexions à l'intérieur du cerveau qui se faisaient peut-être pas avant, mais que tu arriveras à développer plus loin. C'est juste extraordinaire. Ouais, l'idée, en fait, tu comprends un peu comment je fonctionne aussi. Je réfléchis beaucoup. J'ai beaucoup d'idées comme ça qui se percutent et puis de liens. Mais ce que tu viens de dire par rapport à Animal Flow, la difficulté, mais c'est aussi la difficulté des élèves, peut-être à lire pour eux ou à lire en classe, et puis qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure du parcours avec Animal Flow ou avec d'autres exercices, leur capacité de lecture, elle va aussi progresser. Donc la progression de l'un va permettre la progression de l'autre. Puis quand l'élève, la personne, elle a compris ça, tu peux le faire pour n'importe quoi en fin de compte. Oui, c'est ce que tu vois dans la pratique sportive. Amélioration de la confiance en soi, de l'assurance. Après, il y a des effets en cascade qui viennent sans forcément que tu puisses les mesurer, mais tu sens qu'au fond de toi, tu te sens mieux. Ouais. Et comment c'est reçu, je dirais, au niveau de la direction, alors de l'établissement ou même de l'enseignement public? Alors, pour l'instant, j'ai eu des discussions comme ça informelles avec plusieurs personnes. Ces personnes avaient l'air intéressées. En tout cas, moi, je ressens clairement un besoin, puis ces personnes aussi, parce que les personnes avec qui j'ai discuté, elles sont déjà dans cette aide. Et en fin de compte, ça peut être que bien pour tout le monde, parce que c'est fait si on veut, dans l'environnement scolaire. Et on sait très bien qu'en tant que parent, quand on accompagne un enfant, de surcroît plusieurs enfants, il y a vite du temps qui passe ça et là. Si c'est fait sur le temps scolaire, c'est encore mieux, quoi. Et le fait que ça soit un cours option, alors je comprends tout à fait les raisons qui font que c'est un cours option, mais tu ne penses pas que c'est un frein éventuel à d'éventuelles inscriptions? Oui, ça peut être un frein, mais je crois que dans un premier temps, je vais le mettre comme cours à option. En plus, comme ça, il y a une volonté de l'élève de venir suivre ce cours. Bien sûr. Après, le top, ça serait de pouvoir l'inclure à l'horaire et puis de pouvoir permettre à ces élèves-là de pouvoir quitter la salle de classe. Par exemple, il y a des heures d'études, pourquoi pas trouver un fonctionnement où tous ces élèves ils viennent en salle de sport. Après, la salle de sport doit être libre, donc il y a plusieurs éléments à organiser, mais on a la chance d'avoir des infrastructures extérieures ou intérieures
peut-être disponible à ce moment-là. Ça, c'est que de l'organisationnel, ça, c'est des détails. Exactement. Dès le moment où il y a la volonté, où effectivement il y a des élèves, il en suffit d'un seul. Il en suffit un seul finalement. Si c'est en cours option et que tu as une personne, c'est une personne qui va pouvoir te servir d'ambassadeur et puis de tremplin. Ouais. Donc, je me réjouis de voir ce que ça donnera en tout cas dans un an, ou peut-être même moins. Tu penses lancer ça quand, à la rentrée ? Ouais, disons que je vais prendre le temps de, je dirais, préparer les grandes lignes du cours pendant ces vacances. Et puis, j'ai une personne de référence à contacter pour le test. Et puis après, le plus tôt possible, je vais présenter ça à ma direction qui a, je dirais, la plupart du temps, si ce n'est dire toujours, qui m'a toujours donné le feu vert pour ces projets-là. Donc, je profite déjà pour remercier le directeur qui accompagne ces projets-là. Donc, de belles choses à découvrir. En tout cas, je me réjouis. Je vais scruter les médias, je vais scruter tes réseaux sociaux, ton site internet aussi. Alors, je n'ai pas de site internet. Par contre, je suis présent sur Instagram. Alors, tu peux me trouver Instagram. J'ai Instagram personnel. Donc, c'est Damien _ mon pote. Donc, MONTSPOTE. Et puis, autrement, mon potentiel. Donc, mon potentiel, si on veut, c'est mon concept. C'est la vision générale. Donc, MONTS avec potentiel. C'est magnifique. On vient de mettre le doigt sur le projet de Damien. C'est magnifique. Je me réjouis de découvrir en tout cas la suite. Je te souhaite un bon vent en tant que professeur, coach. Et puis ce projet qui est novateur, franchement, je te dis merde. Ouais, alors avec plaisir. Je reçois tes encouragements avec grand plaisir. Et puis merci à toi, Hugo, aussi de m'avoir invité, accueilli, de faire aussi la promotion du mouvement. Et puis, j'ai écouté, je dirais, de nombreux podcasts. Et puis, c'est intéressant de découvrir en fait la passion qu'il y a chez toutes les personnes que tu interviews. C'est à chaque fois les belles rencontres comme aujourd'hui. Merci à toi. À très bientôt, Damien. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.